Bonjour les amis, alors c'est parti pour le programme d'été, on rebondit sur l'actualité et ça nous permet de revisiter les plus belles rencontres ou des reportages un peu plus anciens. Cette semaine, le président de la République a inauguré un nouveau sous-marin, le Suffren. Oui, c'est curieux, mais c'est ainsi que ça se prononce. Et c'est ici, à Cherbourg, que nous avions eu la chance de rencontrer un sous-marinier qui était à bord du premier sous-marin nucléaire français, le Redoutable, inauguré par le général de Gaulle il y a 52 ans. 130 mètres de long, 10 de large, 9000 tonnes, il emportera 16 fusées atomiques qu'il lancera en plongée. Tel est le Redoutable, le premier sous-marin atomique français qui pourra rester 3 mois sans refaire surface. À Cadarache, le réacteur du Redoutable a déjà fait sur place 7 fois le tour du monde. Il vient d'être rechargé avec de l'uranium enrichi français pour une nouvelle croisière immobile en attendant d'être installé en 1968 dans la coque. Le général de Gaulle a tenu à présider lui-même le baptême du Redoutable à Cherbourg. Et voici maintenant le moment solennel du lancement proprement dit. Je crois que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est la vie à bord du bateau. On sait que traditionnellement les sous-mariniers avaient une vie difficile, plus difficile en tout cas que les autres marins, mais voici que le départ est donné. Je vous laisse voir cette très belle opération de lancement du sous-marin Redoutable. C'était donc il y a un peu plus de 50 ans, et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'au-delà même de la dissuasion nucléaire, la propulsion du sous-marin était nucléaire, et c'est fondamental parce que c'est grâce à elle que les sous-mariniers français peuvent rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois en autonomie au fond de la mer. Oui, alors évidemment, c'est vrai que l'énergie nucléaire, elle est fantastique pour ça, c'est qu'elle permet cette autonomie. Mais le Redoutable, c'est aussi un lanceur d'engins nucléaires. Nous, c'est pas notre propos ici. L'idée, c'est en effet de faire découvrir la vie à bord des sous-marins, sans voir la lumière du jour, sans pouvoir échanger avec sa famille. C'est quand même des conditions de vie particulières. 2 fois plus petit que la Tour Eiffel. Alors, le sous-marin fait 128 mètres de long et la darse qui l'accueille 136 mètres. Donc, elle a été construite évidemment et spécialement pour lui, pour l'accueillir au sec. Il est arrivé en 2000. Alors, dis-moi, Jean-Paul, quand tu le vois là, t'as pas envie de repartir un coup? Bah, il me le proposerait, je repartirais bien. Hein. Je repartirais bien, sans problème. Hein. Sans problème, c'est vraiment le début de ma vie, ça, les sous-marins. Hein. Même sur un sous-marin classique, bien qu'il n'en existe plus en France. Mais c'est bien quelque chose que je ferai avec plaisir. L'ambiance à bord est très particulière. Moi, j'ai eu la chance de descendre par le trou d'homme. Maintenant, évidemment, les visiteurs ont des portes d'accès plus simples pour y aller. Mais on a toujours cette odeur d'huile très présente, d'huile hydraulique. Et les bandes sonores qui ont été réalisées avec la Marine nationale, donc les ordres qui sont donnés dans le PCNO, le Poste Contrôle Navigation Opération du sous-marin. Cette lumière particulière, parce qu'on a, pour recréer le jour et la nuit, on a soit la lumière blanche, soit la lumière rouge, pour recréer ces cycles de vie et des cycles de travail, puisqu'il faut travailler, manger évidemment, dormir, mais aussi se détendre pendant toute la mission. Alors là on est devant le poste de commande propulsion, donc c'est là que tu bossais. Pupitre machine, Alors, avec le cycle de commande. Pupitre réacteur. Et ton boulot alors c'était quoi concrètement? D'attendre les ordres de la passerelle pour monter ou changer de régime. C'est tout. Et de surveiller bien sûr le fonctionnement. C'est très facile à piloter. Ah oui. On avait tout fait de... Si. Aucun problème là-dessus quand même.
on voit très bien la torpille qui pénètre dans son tube, qui peut pénétrer dans son tube, avec ici son système de gigogne qui chasse, qui pousse la torpille. Elle n'est pas chassée, elle est poussée. La chasse se fait à l'intérieur du refouloir pneumatique. Ce qui fait que ça évite la bulle d'air de sortir et de garder la discrétion du sous-marin. Dans cette partie, on avait un axe, c'était de garder toujours le sous-marin dans l'axe de direction et d'immersion. Mais sinon, quand on plongeait, l'alerte, alerte, alerte, 3 fois, avec le coup de klaxon, c'était réellement ce qui se passait. Hein? Et là, après, on se mettait le bateau, on fermait tout, bien sûr. On plongeait, on basculait le sous-marin pour enlever toutes les bulles d'air qui pouvaient se trouver dans les structures. Et on pesait le sous-marin à 500 litres près. 9500 tonnes à 500 litres près, on pesait le sous-marin. Ce qui fait que le sous-marin, à 100 mètres, il ne bougeait pas. C'est ce que recherchait toujours le commandant. Il voulait que s'il y avait une avarie de barre, que le bateau s'immobilise, qu'il ne plonge pas comme un caillou ou qu'il remonte à la surface. À bord, les aménagements ont été particulièrement soignés. Logement, cuisine, conditionnement d'air, régénération d'air ont fait sur le Redoutable l'objet de soins très particuliers. Un détail par exemple, mais important pour le sous-marinier, chaque homme est logé dans un petit poste de 4 ou 6 personnes où il dispose de sa couchette individuelle. Nos petites réserves pour mettre nos linges, etc. Oui. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de tenue de sortie pour aller à l'extérieur parce qu'on ne sortait jamais. Hein. Pas de table de repassage non plus, pas besoin. Et donc, toi, ton lit, c'était lequel exactement? Alors, il me semble me souvenir que mon lit était à la partie supérieure ici. Il me semble, hein, je ne mettrai pas ma main au feu, mais c'est ça. Et dans le deuxième étage, après, je suis redescendu, quand je suis monté en grade, je suis monté en grade, mais je suis descendu à l'étage en dessous, où nous avions des chambrées de 4. Et ici, c'est le poste des officiers mariniers, donc des sous-officiers. Hein? C'est ça, donc ici, c'est le pompon rouge, et là-bas, c'est déjà la casquette. Mais en fait, cette cloison légère, elle était toujours ouverte, ce qui nous permettait d'avoir une ouverture, et il y avait un mélange global de l'équipage ici. Parce que toutes les animations, tout ce qui pouvait se passait ici, parce que c'est là où il y avait le plus de place. Et là, il y avait la cuisine. Et ici, on se retrouve avec la cuisine. Et on mangeait bien? Je dirais oui. Et on avait aussi un boulanger qui nous amenait du pain frais pratiquement tous les jours. Hein? Et quelques viennoiseries de temps en temps. Est-ce que quand on a 20 ans, qu'il y a des centaines de mètres d'océan au-dessus de soi, est-ce qu'on a peur? Non. Non, je pense, premièrement, on est volontaire pour le faire. On a signé. Donc déjà le fait de signer, il ne faut plus montrer sa peur. Hein? On peut avoir peur à un instant T sur un incident quelconque. Oui, bien sûr, ça c'est humain. Mais en temps normal, c'était la vie de tous les jours. On était passé au-dessus de ça. C'était fini. Et puis c'était une famille, vous aviez confiance les uns les autres. Et en plus, voilà, on était extrêmement soudés. On se connaissait tous les uns les autres. On connaissait nos valeurs professionnelles, nos valeurs militaires. Les officiers aussi connaissaient nos valeurs. On connaissait la valeur des officiers, etc. C'était extrêmement imbriqué ce truc-là. Hein. Cette vie était très communautaire. Hein. Vous étiez combien sur le sous-marin en même temps? 133. 133, il devait y avoir une dizaine ou une quinzaine de spécialités différentes. Entre les cuistots, les mécanos, les électriciens, les missiliers, etc., etc. Il faut dire que ces hommes, comme nous l'a précisé tout à l'heure leur commandant, devront rester durant plusieurs mois en plongée.